Le vol du dragon, chapitre 2, partie 1. Fument les mers et tremblent les monts, fondent les sables, éprouvent les dragons. Quand l'étoile rouge passe, croulent les murs et brûlent les feux, meurent les plantes à l'heure où dans les passes, pères nos aguets surveillent les cieux et guettent la pierre de l'étoile. Les ouers sont en alarme, les chevaliers dressent leurs armes. Quand passe la rouge étoile. Si une reine n'est pas faite pour voler, pourquoi a-t-elle des ailes ? Demanda Lessa. Elle essayait sincèrement de parler sur un ton raisonnable. Elle était d'une nature bouillante, mais elle avait dû vivre en apprenant à bouillir discrètement. Au contraire du citoyen moyen de Perne, les chevaliers dragons étaient capables de détecter les auras émotionnelles très fortes. Hercule fronça ses épais sourcils d'un air alarmé. Il claqua les mâchoires exaspérées. Lessa connaissait sa réponse avant qu'il l'eût prononcée. « Les reines ne volent pas !» dit-il d'un ton sans réplique. « Sauf au sommet de l'accouplement », corrigea Eslel, sortant de la somnolence où il tombait sans effort et fréquemment, bien qu'il fût plus jeune que le vigoureux Hercule. « Ils vont encore se quereller, » pensa Lessa, réprimant un gémissement. Et ces querelles, elle pouvait les supporter environ une demi-heure, mais après ça, son estomac commençait à se nouer. L'instruction qu'il dispensait à la nouvelle dame du Weir, concernant ses devoirs envers les dragons, le Weir et Perne, dégénérait trop souvent en argumentation sans fin sur les détails secondaires des leçons qu'elle devait apprendre par cœur et réciter sans changer une virgule. Parfois, comme en ce moment, elle entretenait l'espoir fragile de si bien les embrouiller dans leurs contradictions qu'ils en arriveraient à lui révéler une ou deux vérités par inadvertance. « Une reine ne vole qu'au moment de l'accouplement, » reprit Hercule, admettant la correction. « Mais il est certain que si elle peut voler au moment de l'accouplement, elle peut aussi voler à d'autres moments, » reprit Lessa, sans se départir de sa patience. « Les reines ne volent pas, » répéta Hercule avec obstination. « Jorah n'a jamais volé sur le dos d'aucun dragon, » marmonna Eslel. Un rapide battement de paupières exprima la perplexité où semblait le plonger cette observation. Il avait l'air vaguement troublé. Jorah n'a jamais quitté ses appartements. Elle emmenait Nemort à l'air de pâture, intervint Hercule avec irritation. La bile de Lessa commençait à s'échauffer. Elle déglutit avec effort. Il fallait simplement qu'elle les force à partir. Comprenait-il que les réveils de Ramoth se plaçaient quelquefois à des moments bien opportuns ? Peut-être ferait-elle mieux de réveiller At, le dragon de Hercule. Elle sourit intérieurement en pensant au don secret qu'elle avait de comprendre tous les dragons de Weir et de leur parler, qu'ils fussent verts, bleus, bruns ou bronzes. Et cela la consola momentanément. Quand Jorah arrivait à faire remuer Nemort, grommela Eslel en se mordant la lèvre d'un air inquiet. Hercule fusilla Eslel du regard pour le faire taire et, ayant réussi, tapota la tablette de Lessa d'un air important. Réprimant un soupir, elle reprit son stylet. Elle avait déjà écrit cette ballade 9 fois sans changer une virgule. Pour Hercule, 10 était apparemment le nombre magique, car elle avait écrit 10 fois sans en changer une virgule chacune des ballades d'enseignement traditionnels, des sagas, des désastres et des lois. Pour dire vrai, elle n'en avait pas compris la moitié, mais elle les savait par cœur. « Fument les mers et tremblent les monts », écrivit-elle. Peut-être, s'il y avait un bouleversement intérieur considérable de la planète. Au fort de Roita, l'un des gardes de Fax avait une fois régalé la garde d'un conte de l'époque de son bisaïeul. Au fort de l'Est, un village côtier avait glissé dans la mer. Cette année-là, il y avait eu des marées monstrueuses et, au-delà d'Ista, on disait qu'une montagne avait émergé, crachant le feu par son sommet. Elle avait disparu des années plus tard. C'était peut-être à cela que ces vers faisaient allusion. Peut-être. Fondent les sables. Pour dire vrai, il paraissait qu'en été, la plaine d'Igen était invivable. Pas d'ombre, pas d'arbres, pas de grottes, juste des sables désertiques. Même les chevaliers dragons évitaient cette région au plus fort de l'été. En y repensant, les sables de l'ère d'éclosion étaient toujours chauds sous les pieds. Arrivait-il à ces sables de devenir assez chauds pour brûler ? Et de toute façon, qu'est-ce qui les chauffait ? Les mêmes feux internes et invisibles qui chauffaient l'eau des bassins dans tout le Weir de Benden ? Éprouvent les dragons quand l'étoile rouge passe. Très ambigu, car sujet à bien des interprétations alors que Hercule ne voulait même pas en suggérer une d'officielle. Cela voulait-il dire que les dragons prouvaient que l'étoile rouge passait ? Comment ? En prenant leur vol avec un gémissement spécial, comme celui qu'ils émettaient quand un des leurs mourait dans l'interstice ?
Ou bien les dragons prouvaient-ils d'une autre façon que l'étoile rouge passait? En plus, bien entendu, de leur fonction traditionnelle consistant à brûler les fils en plein ciel. Oh, tout ce que ces ballades ne disaient pas et que personne n'expliquait jamais. Pourtant, à l'origine, elles devaient bien avoir un sens. Croulent les murs et brûlent les feux, meurent les plantes. Encore des énigmes. S'agissait-il de pierres de feu? Ou bien, les murs s'écroulaient-ils comme une avalanche? Le troubadour aurait pu au moins suggérer la saison, et peut-être l'avait-il fait par allusion aux plantes. Pourtant, il était bien connu que la végétation attirait les fils, ce qui était la raison pour laquelle, traditionnellement, toute verdure était interdite près des habitations. Mais les murs ne pouvaient pas empêcher un fil de s'enfoncer dans le sol et de s'y multiplier. Seules les émissions de phosphine provenant d'un dragon mangeur de pierres de feu pouvaient arrêter un fil. Et, par les temps qui courent, pensa Lessa avec un petit sourire, personne, pas même les chevaliers dragons, à l'exception notable toutefois de Efflar et de ses hommes, ne se souciaient de faire l'exercice avec les pierres de feu, et encore moins de déraciner la verdure près des habitations. Depuis quelque temps, des collines, autrefois dénudées de toute végétation, bourgeonnaient à l'envi du printemps. À l'heure où dans les passes, Père nos aguets surveille les deux. Elle grava la phrase avec son stylet, pensant en elle-même, pour qu'aucun chevalier dragon ne puisse quitter le Weir sans qu'on s'en aperçoive. Ergul justifiait son inaction par la théorie suivante. Si personne, seigneur ou vassal, ne voyait jamais un chevalier dragon, personne ne pouvait être offensé. Même les patrouilles traditionnelles survolaient maintenant des régions inhabitées pour que se calme l'agitation présente concernant le Weir parasitaire. Fax, dont la dissension ouverte avait provoqué le mouvement, n'avait pas emporté sa cause dans la tombe. On disait que Larad, le jeune seigneur de Telgar, était le nouveau chef. Ergul, chef du Weir. Cela ulcérait profondément Lessa. Son incompétence était si évidente. Mais At, son dragon, avait couvert Nemort lors de son dernier vol. Traditionnellement, et à ce mot, Lessa commençait à se sentir prise de nausée, à cause de tous les péchés d'omission qu'on pouvait lui attribuer, le chef du Weir était le maître dragon qui couvrait la reine. Oh, Ergul avait bien le physique de l'emploi, grand, musclé, vigoureux et dominateur. Son visage sévère annonçait une personnalité strictement disciplinée. Seulement voilà, pensait Lessa, la discipline ne s'appliquait pas où il aurait fallu. Au contraire, Efflar, la discipline qu'il imposait à ses hommes et à lui-même s'appliquait où il fallait, car lui, contrairement au chef du Weir, croyait sincèrement aux lois et aux traditions qu'il suivait et les comprenait. À maintes reprises, elle avait parvenu à saisir le sens d'une leçon obscure grâce à une phrase ou deux que Efflar lui avait négligemment lancée. Mais, traditionnellement, seul le chef du Weir assurait l'instruction de la dame du Weir. Pourquoi, au nom de l'œuf, Mnemet, le dragon bronze, géant de Efflar, n'avait-il pas couvert Nemort au cours du vol nuptial? At était une noble bête, dans toute la force de l'âge, mais il ne pouvait se comparer à Mnemet, ni pour la taille, ni pour l'envergure, ni pour la force. Il y aurait eu plus de 10 œufs dans la dernière couvée de Nemort si Mnemet l'avait couverte. Jorah, la dame du Weir, défunte, que personne ne regrettait, avait été obèse, stupide et incompétente. Tout le monde était d'accord sur ce point. Censément, le dragon reflétait son maître autant que le maître reflétait le dragon. Sans aucun doute, Mnemet s'était senti autant de répugnance pour le dragon qu'un homme comme Efflar devait en ressentir pour la maîtresse, si l'on peut dire, pensa Lessa en jetant un regard sardonique sur Eslel, qui s'était remis à somnoler. Mais si, au fort de Roita, Efflar avait pris le risque de ce duel désespéré avec Fax pour sauver la vie de Lessa et la ramener au Weir comme candidate à l'empreinte, pourquoi n'avait-il pas pris le commandement du Weir et déposé Ergul quand elle avait gagné la partie? Qu'attendait-il donc? Il s'était montré assez véhément et persuasif pour convaincre Lessa de renoncer à Roita et de venir au Weir. Pourquoi donc avait-il maintenant adopté une attitude de détachement hautain alors que le Weir tombait partout en disgrâce? Pour sauver Pern. Telles avaient été les propres paroles de Efflar. Mais la sauver de quoi, sinon de Ergul? Efflar ferait bien de commencer le sauvetage. Ou bien attendait-il le moment favorable où Ergul commettrait une erreur fatale? Ergul ne commettra pas d'erreur, pensa amèrement Lessa, parce qu'il ne fera rien. Et en particulier, il ne lui expliquerait pas ce qu'elle voulait savoir. Et guette la pierre de l'étoile. De sa corniche, Lessa voyait le rectangle gigantesque de la pierre de l'étoile se détacher sur le ciel. Un chevalier de garde s'y trouvait en permanence. Un jour, elle y monterait. On y avait une vue magnifique sur toute la chaîne de Benden et sur le haut plateau
qui arrivait juste au pied du Weir. À la dernière révolution, on avait célébré toute une cérémonie à la pierre de l'Étoile, à l'époque où le soleil levant semblait se poser brièvement sur la roche du doigt, marquant le solstice d'hiver. Pourtant, cela expliquait la raison d'être de la roche du doigt, mais non celle de la pierre de l'Étoile. Un mystère inexpliqué de plus. Les Weir sont en alarme, écrivit Lessa morose, au pluriel, pas le Weir, mais les Weir. Ergul ne pouvait nier qu'il y eût 5 Weir vides à la surface de Pern, désertés depuis Dieu seul savait combien de révolutions. Lessa avait dû apprendre leur nom et aussi l'ordre dans lequel on les avait créés. Thor était le premier et le plus puissant. Puis venaient Benden, les Hautes Terres, Igen, Ista, et dans la plaine, Telgar. Mais aucune explication quant à l'abandon de 5 d'entre eux. Ni pourquoi l'immense Benden, qui pouvait abriter 500 bêtes dans ses myriades de grottes, n'en abritait que 200 à peine. Bien entendu, Ergul avait resservi à la nouvelle dame du Weir l'excuse commode selon laquelle Jorah avait été une dame du Weir incompétente et névrosée, qui permettait à la reine dragon de se gorger de nourriture sans aucune restriction. Personne n'avait dit à Lessa pourquoi cela était tellement indésirable, ni pourquoi, contrairement à ce principe, tout le monde avait l'air ravi que Ramoth s'empiffrait. Bien sûr, Ramoth grandissait, et grandissait si rapidement que sa croissance était visible d'un jour sur l'autre. Lessa sourit, d'un sourire tendre qui ne s'embarrassait pas même de la présence de Ergul et de Eslel. Elle leva les yeux sur le passage qui, de la salle du conseil, montait à la grande caverne qui était le Weir de Ramoth. Elle percevait que Ramoth était toujours profondément endormi. Elle attendait avec nostalgie le réveil du dragon pour jouir du regard rassurant de ses yeux d'arc-en-ciel et de sa compagnie réconfortante qui lui permettait de supporter la vie dans le Weir. Parfois, Lessa avait l'impression d'être 2 personnes distinctes, gaie et satisfaite quand elle s'occupait de Ramoth, sombre et frustrée quand le dragon dormait. Brusquement, elle coupa court à ses pensées déprimantes et se pencha diligemment sur sa leçon. Ça faisait passer le temps. Les chevaliers dressent leurs armes quand passe la rouge étoile. Cette étoile rouge, mythique et ténébreuse, elle laissa dessiner dans la cire tendre de sa tablette le symbole de la fin de la leçon. Plus de 2 révolutions auparavant, il y avait eu cette aube inoubliable où un pressentiment menaçant l'avait réveillée, dans la paille humide de la fromagerie à Roita, et l'étoile rouge avait lui sur elle. Et pourtant, elle était ici, et cet avenir brillant et actif que Eflar lui avait peint de couleurs si vives ne s'était pas matérialisé. Au lieu d'utiliser son pouvoir subtil pour manipuler les événements et les hommes en vue du bien de Pern, elle se voyait prise dans un engrenage de jours inutiles et mornes où elle n'apprenait rien, s'ennuyant jusqu'à la nausée en compagnie de Ergul et de Eslel, restreinte aux appartements de la dame du Weir, quelque avantage qui est juste sur un coin de fromagerie, à l'air de pâture et au bain. Les seules fois où elle utilisait son pouvoir, c'était pour terminer ses séances avec ses soi-disant professeurs. Serrant les dents, Lessa pensa que, n'eût été Ramoth, elle serait partie tout de suite. Elle chasserait le fils de Dame Gemma et prendrait le commandement de Roita, comme elle aurait dû le faire à la mort de Fax. Elle se mordit la lèvre avec un sourire de dérision. Si ce n'avait pas été pour Ramoth, on ne l'aurait pas laissé rester ici après l'empreinte de toute façon. Mais, à l'instant même où ses yeux avaient rencontré ceux de la jeune reine sur l'air d'éclosion, plus rien n'avait compté que Ramoth. Lessa appartenait à Ramoth, et Ramoth appartenait à Lessa. Leurs cœurs et leurs âmes étaient irrévocablement accordés. Seule la mort pouvait dissoudre ce lien ineffable. Parfois, un chevalier restait en vie sans son dragon, comme Little, le régent de Roita, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même, et cette personnalité mutilée vivait dans les tourments. Quand son maître mourait, un dragon disparaissait dans l'interstice, ce néant glacé à travers lequel un dragon passait, avec son maître, instantanément, d'un point de Pern à l'autre. Lessa savait qu'entrer dans l'interstice comportait du danger pour le non-initié. Le danger de rester pris au piège dans l'interstice pendant plus longtemps qu'il ne fallait pour tousser 3 fois. Pourtant, le seul vol qu'elle avait accompli sur le coup de Mnemet avait rempli Lessa du désir irrépressible de répéter cette expérience. Naïvement, elle avait pensé qu'on le lui enseignerait, comme on le faisait pour les jeunes chevaliers et les dragonnets. Mais elle, l'habitante la plus importante du Weir après Ramoth, restait pesamment attachée à la terre, tandis que les jeunes gens entraient et sortaient dans l'interstice au cours d'exercices innombrables. Elle s'irritait de cette restriction intolérable. Femelle ou non, Ramoth devait posséder le même don inné que les mâles pour passer dans l'interstice. Cette théorie était confirmée. Aussi clairement que possible pour Lessa,
dans la balade du vol de Moretta. Les balades n'étaient-elles pas conçues pour informer, pour enseigner ce qu'ils devaient savoir à ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, de sorte que les jeunes de Perne, qu'ils fussent chevaliers dragons, seigneurs ou vassaux, puissent apprendre leurs devoirs envers Perne et connaître son histoire? Ces deux fiefés imbéciles pouvaient bien nier l'existence de cette balade, mais comment Lessa l'aurait-elle connue si elle n'avait pas existé? Sans aucun doute, pensa Lessa, caustique, pour la même raison que les reines avaient des ailes. Quand Hercule consentirait, et elle userait sa résistance jusqu'à ce qu'il y consente, à lui laisser assumer sa responsabilité traditionnelle de gardienne des archives, elle retrouverait cette balade. Il viendrait bien un jour, ce moment opportun, que Hercule remettrait toujours à plus tard. Le moment opportun, fulminait-elle. Le moment opportun? Je n'ai que trop de moments inopportuns dans ma vie. Quand donc viendra-t-il ce moment opportun dont il parle toujours? Quand les lunes deviendront vertes? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et qu'est-ce que Efflar attend donc, lui qui est tellement supérieur à Hercule? Le passage de l'étoile rouge, auquel il est le seul à croire? Elle fit une pause, car même la plus banale référence à ce phénomène la glaçait comme une menace. Elle secoua la tête pour s'en débarrasser. Ce fut un mouvement mal à propos, car il attira l'attention de Hercule. Il leva les yeux des archives qu'il était en train de lire laborieusement. Comme il tirait à lui la tablette à travers la table de pierre du conseil, le bruit réveilla Eslel. Il sursauta, ne sachant plus très bien où il se trouvait. Oui, grommela-t-il, en battant des paupières pour dissiper la brume du sommeil. C'en était trop. Lessa établit vivement le contact avec Tuent, le dragon de Eslel, qui, lui aussi, venait juste de se réveiller d'un petit somme. Tuent se montra très complaisant. Tuent est nerveux, il faut que je m'en aille, marmonna Eslel en toute hâte. Il s'engagea vivement dans le passage, non moins soulagé de sortir que Lessa de le voir prendre congé. Elle fut étonnée de l'entendre saluer quelqu'un dans le corridor et espéra que la personne qui arrivait lui fournirait un prétexte pour se débarrasser de Hercule.